Le monde est formé d'une multitude de cultures, de pays et d'êtres humains différents. En dépit de toutes les différences, ceux-ci ont toutefois un point important en commun. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Tel est le libellé du premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en date du 10 décembre 1948. Au fil du temps, les droits de l'homme sont devenus l'un des principes fondamentaux de l'histoire de l'humanité. Les droits de l'homme sont les droits que vous avez du simple fait d'être humain. C'est la façon dont vous pouvez instinctivement vous attendre à être traité et les droits que vous méritez en tant que personne, tels que le droit de vivre librement, de donner votre opinion et d'être traité en tant qu'égal. Il existe toutes sortes de droits. La plupart s'appliquent à un certain groupe. Mais seuls les droits de l'homme s'appliquent absolument à tous et partout. C'est-à-dire aux enfants, personnes âgées, pauvres, basketteurs, éboueurs, rappeurs, enseignants, africains, indiens, albanais, chrétiens, musulmans, juifs, athées, votre mère, votre père et votre voisin de palier, et vous-même. Tous ont les mêmes droits. En d'autres mots, ils sont universels. Mais la question est de savoir, que sont-ils ? C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. On entend par droits de l'homme les droits appartenant à chaque être humain du simple fait de son existence. Les droits de l'homme sont innés. Ils sont valables sans exception pour tous les êtres humains dans le monde entier. Ils sont donc universels. Ils sont également valables pour chaque être humain sans aucune distinction, notamment de race ou de religion, de sexe, d'orientation sexuelle, de couleur, d'âge ou d'autres caractéristiques qui pourraient établir une différence entre les êtres humains. Les droits font partie intégrante du droit international. La charte de l'ONU datant de 1946 contenait déjà des passages consacrés à la protection et à la signification des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU en 1948 fut la première véritable convention internationale conclue en la matière. L'ONU adopta en 1966 deux autres pactes internationaux, dont le premier se rapporte aux droits civiques et politiques et le second aux droits économiques, sociaux et culturels. Ensemble, tous ces instruments forment ce qu'on appelle la Charte internationale des droits de l'homme. Ils constituent le principal fondement juridique des droits de l'homme. À cela s'ajoute toute une série de conventions de l'ONU s'appliquant à des domaines spécifiques des droits de l'homme. Exemple, la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, la Convention sur les droits des enfants, la Convention contre la torture et la Convention relative aux droits des personnes handicapées. D'après les Nations Unies, on en compte 30. Ils sont le plus souvent présentés en bloc sous la dénomination « les droits de l'homme ». Ils figurent tous dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle est le document international de référence sur le sujet. Mais cette déclaration s'est faite beaucoup attendre. À l'origine, les droits de l'homme n'existaient pas. Au sein d'un bon groupe, vous étiez en sécurité. Sans un tel groupe, vous ne l'étiez pas. Mais c'est alors qu'un gars du nom de Cyrus le Grand innova. Après avoir conquis la ville de Babylone, il déclara quelque chose de totalement révolutionnaire, que tous les esclaves étaient libres de rentrer chez eux. Il a aussi annoncé que les gens pouvaient être libres de choisir leur propre religion, quel que soit le milieu d'où ils venaient. Ces paroles furent enregistrées sur des tablettes en argile, connues sous le nom de cylindres de Cyrus. C'est ainsi que naquirent les droits de l'homme. L'idée s'est vite propagée, en Grèce, en Inde et finalement à Rome. Ils avaient remarqué que les gens suivaient instinctivement certaines lois. Ils les ont appelées les lois naturelles. Cependant, elles n'étaient pas toujours respectées par ceux qui étaient au pouvoir. Ce n'est que 1000 ans plus tard, en Angleterre, qu'ils ont finalement amené le roi à accepter que ces droits ne pouvaient pas être supprimés, pas même par un roi. Les droits des gens finirent par être reconnus et respectés par ceux qui étaient au pouvoir. En fait, c'est beaucoup dire. Des Anglais au caractère plutôt radical ont dû déclarer leur indépendance avant que le roi comprenne pour de bon que tous les hommes étaient nés égaux. Non pas qu'il aimait l'idée, mais il ne pouvait pas les arrêter, et ainsi naquit l'Amérique. Les Français leur ont emboîté le pas avec leur propre révolution, leurs propres droits. La liste était plus longue, et ils insistèrent sur le fait que ces droits n'étaient pas juste une invention, mais qu'ils étaient naturels. Le concept romain de loi naturelle était devenu les droits naturels. Malheureusement, tout le monde n'était pas si enthousiaste. En France, un général du nom de Napoléon a renversé la nouvelle démocratie française. Il se couronna lui-même empereur du monde. Et il a failli réussir.
Mais la coalition des pays européens a fini par prendre le dessus. Puis les droits de l'homme sont devenus soudain une priorité. Des accords internationaux ont été rédigés pour garantir beaucoup de droits en Europe. Mais ça ne se limitait qu'à l'Europe. Ces droits ne semblaient pas légitimes dans d'autres parties du monde qui étaient envahies, conquises et brûlées pour développer les vastes empires de l'Europe. C'est alors qu'un jeune homme de loi de l'Inde décida de protester. Il s'appelait Mahatma Gandhi. Et malgré la violence, il insista pour que tous les peuples de la Terre aient des droits, et pas seulement en Europe. Même les Européens ont fini par être d'accord. Mais ça n'allait pas être aussi facile que cela. 2 guerres mondiales ont éclaté. Hitler a exterminé la moitié de la population juive dans les camps nazis d'épouvante et de mort. En tout, 90 millions de gens sont morts. Les droits de l'homme n'avaient jamais tant frôlé l'extinction. Et jamais le monde n'avait eu autant besoin d'un revirement. C'est ainsi que les nations de la Terre ont formé une alliance, les Nations Unies. Leur but premier était de réaffirmer la confiance dans les droits fondamentaux des hommes, dans la dignité et dans la valeur de la personne humaine. Mais qu'étaient ces droits de l'homme? Les proclamations de Cyrus? Les lois naturelles de Rome? Les déclarations de la France? Chacun semblait avoir une idée légèrement différente de ce que les droits de l'homme devraient être. Mais sous la supervision d'Eleanor Roosevelt, tous se sont enfin mis d'accord sur un ensemble de droits pour tous. La Déclaration universelle des droits de l'homme. On classe souvent les droits de l'homme en 3 générations ou dimensions. La première dimension, les libertés politiques et civiles classiques. Il s'agit par exemple du droit à la vie et à l'intégrité corporelle, l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé, la protection contre la torture, la liberté d'opinion, la liberté de conscience et de religion, une large interdiction de la discrimination, ainsi que le droit de vote. La deuxième dimension, les droits de l'homme économiques, sociaux et culturels, à l'instar du droit au travail et à une rémunération appropriée, le droit de créer un syndicat, l'égalité des sexes, la protection de la famille, des femmes enceintes, des mères et des enfants, le droit à un niveau de vie approprié, y compris à une alimentation adéquate, le droit de jouir du meilleur état de santé possible, le droit à l'éducation ou le droit de prendre part à une vie culturelle. Les droits relevant de la troisième dimension sont sur les droits de groupe, par exemple le droit à l'autodétermination, le droit au développement, le droit à un environnement propre ou le droit à la paix. Le caractère indivisible des droits de l'homme est un principe important. Cela veut dire qu'on ne peut établir un ordre de priorité entre les droits de l'homme politiques, économiques, sociaux et culturels. Ces droits ne peuvent être mis en œuvre que conjointement. La mise en œuvre des libertés politiques et civiles est subordonnée à l'octroi des droits économiques, sociaux et culturels et réciproquement. Il y a 2 principaux points de discorde. Point litigieux numéro 1, l'universalité des droits de l'homme. L'argument, l'idée des droits de l'homme est née dans le monde occidental et c'est difficile de la transposer dans d'autres cultures. C'est vrai, la naissance et la diffusion de l'idée des droits de l'homme sont empreintes de traditions et de développement culturel. Mais il est aussi une évidence qu'aucune personne n'accepte d'être torturée ou discriminée en raison de la couleur de sa peau ou de sa religion. Toute personne souhaite pouvoir exprimer librement son opinion sans avoir peur d'être persécutée. Toute personne souhaite pouvoir vivre dans la dignité, posséder un toit et ne pas craindre de souffrir de la faim ou de la soif. Voilà tout ce qu'englobe l'idée d'universalité des droits de l'homme. Il est toutefois frappant que les États ou les groupes qui remettent en question le caractère universel des droits de l'homme sont souvent ceux qui se voient eux-mêmes reprocher de les violer. Point litigieux numéro 2, les États occidentaux sont accusés de prendre les droits de l'homme comme prétexte pour intervenir militairement dans d'autres pays et de les violer eux-mêmes. Évidemment, aucun État n'a le monopole des droits de l'homme. On constate également des violations des droits de l'homme dans les pays occidentaux. Prenons l'exemple des mesures mises en place au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 et qui violent d'une certaine façon les droits de l'homme. Elles sont justifiées la plupart du temps par les impératifs de la lutte contre le terrorisme.
Pour résumer, au début, seuls quelques privilégiés avaient des droits. Puis un jour, un gars s'est dit que d'autres devraient en avoir aussi, ce qui était génial. Sauf que tout le monde n'était pas d'accord. Et c'est au prix de luttes et de guerres au cours de plusieurs millénaires que chacun finit par accepter que les droits de l'homme devraient s'appliquer à tous. Depuis lors, les gens ont vécu des jours heureux. Sauf qu'il y a un léger problème. Si les gens ont le droit de se nourrir et d'avoir un abri, comment se fait-il que 16 000 enfants meurent de faim chaque jour? Un toutes les 5 secondes. Si les gens ont droit à la liberté d'expression, comment se fait-il que beaucoup soient en prison à cause de leurs opinions? Si les gens ont droit à l'éducation, comment se fait-il que plus d'1 milliard d'adultes ne sachent pas lire? Si l'esclavage a été effectivement aboli, comment se fait-il qu'il existe encore 27 millions d'esclaves aujourd'hui? Plus du double qu'en 1800. Le fait est que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'avait pas pouvoir de loi lorsqu'elle a été signée. C'était facultatif. Et en dépit de bon nombre de documents, de conventions, de traités et de lois, ce n'est guère plus que des mots sur une page. La question est de savoir, qui va faire de ces mots une réalité? Ce sont les États qui sont les premiers responsables de l'octroi des droits de l'homme. Ils ont le devoir de s'abstenir de commettre des violations des droits de l'homme. Ils sont tenus de les protéger contre les atteintes perpétrées par des tiers. De plus, ils doivent créer les conditions permettant l'entière mise en œuvre des droits de l'homme, là où ces conditions font encore défaut. Le principal organe de l'ONU compétent en la matière est le Conseil des droits de l'homme, un groupe de 47 États basé à Genève. Il procède à un contrôle régulier de la situation des droits de l'homme dans l'ensemble des pays membres de l'ONU. Il peut également dépêcher des experts indépendants, rapporteurs spéciaux, dans certains pays. Une critique souvent formulée, nombre d'États siégeant au Conseil des droits de l'homme ne les respectent pas eux-mêmes. Le Conseil de sécurité concentre son action sur la protection des droits de l'homme en temps de guerre et de conflit. Il se mobilise, par exemple, contre le recrutement d'enfants soldats. La haut-commissaire aux droits de l'homme est chargée de coordonner l'action en faveur des droits de l'homme dans le système onusien. Elle possède de nombreux bureaux nationaux dans le monde entier et peut détacher des experts des droits de l'homme dans les opérations de maintien de paix de l'ONU. La Cour pénale internationale de La Haye, créée en 1998, c'est la première instance habilitée à enquêter et à prononcer un jugement en cas de graves violations des droits de l'homme tels que le génocide, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ces possibilités restent limitées car elles ne bénéficient pas encore du soutien de certains États importants comme les États-Unis ou la Chine. Néanmoins, un premier pas important a été fait. Les criminels de guerre ne peuvent plus être sûrs de s'en tirer en toute impunité. À côté des institutions onusiennes de dimension mondiale, on citera plusieurs accords et institutions à l'échelle régionale. La Convention européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La Convention américaine relative aux droits de l'homme. Un rôle particulièrement important revient à la société civile. Des organisations non gouvernementales comme Amnesty International ou Human Rights Watch surveillent le respect des droits de l'homme et signalent les cas de violation dans le monde entier. Grâce à leur activité de sensibilisation, elles peuvent faire pression sur les gouvernements. Elles participent en outre au développement des bases juridiques. La création d'instituts nationaux des droits de l'homme revêt également une grande importance car ils jouent un rôle indispensable de gardien des droits de l'homme. Quand Martin Luther King protestait pour l'égalité des races, il le faisait pour des droits garantis par les Nations Unies depuis 2 décennies. Et pourtant, il a dû protester. Quand Nelson Mandela défendait la justice sociale dans les années 90, son pays avait déjà accepté 40 ans plus tôt d'abolir la discrimination raciale. Et pourtant, il a dû combattre. Ceux qui luttent de nos jours contre la torture, la pauvreté, la discrimination, ne sont pas des géants ou des super-héros. Ce sont des gens, enfants, mères, pères, enseignants, des individus libres de penser qui refusent de se taire, qui se rendent compte que les droits de l'homme ne sont pas une leçon d'histoire, ni des mots sur une page, ni des discours, ni des campagnes publicitaires ou commerciales. Ils sont les choix que vous faites chaque jour en tant qu'être humain.
Ils sont la part de responsabilité que nous partageons tous, se respecter mutuellement, s'entraider et protéger ceux qui sont dans le besoin. Comme Eleanor Roosevelt l'a dit, où est-ce que les droits universels de l'homme commencent? Dans des endroits tout près de chez vous. Si près et si petits qu'on ne peut même pas les voir sur une carte. Et pourtant, ces endroits représentent le monde d'un individu. Ce sont des endroits où chaque homme, femme ou enfant aspire à une justice équitable, des chances équitables, une dignité équitable sans discrimination. C'est dans la mesure où ces droits seront vrais, près de chez soi, qu'ils pourront l'être partout ailleurs. Comme nous le voyons, les droits de l'homme sont des droits très précieux. Toute personne humaine en jouit de manière égale. Les États doivent placer la protection et le respect de ces droits au cœur de leur action politique. Car toute politique doit être conçue en fonction de l'homme et servir ses intérêts. Ce n'est pas l'homme qui est au service de l'État, c'est l'État qui est au service de l'homme. Il ne faut jamais cesser de s'investir dans la lutte et dans la défense des droits de l'homme. Dans le long terme, nous ne pourrons vivre dans la paix et dans la stabilité que si nous respectons les droits de l'homme. Radio des Sans-Voix reçoit Abdelmomen Khalil, secrétaire général de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Bonjour. Soyez le bienvenu dans Radio des Sans-Voix. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. À vrai dire, en ce moment, nous sommes plus mobilisés par la question des migrants et l'expulsion massive des migrants. Donc nous essayons de suivre ça d'une façon quotidienne, mais aussi d'alerter l'opinion publique sur l'évolution de cette situation qui est catastrophique et inacceptable. Pourquoi cette journée des droits humains d'après vous? Et que fait le gouvernement algérien pour vulgariser et promouvoir le respect des droits humains en Algérie? Effectivement, la journée de décembre est une journée très importante, non pas pour les militants des droits de l'homme, mais pour tous les peuples du monde. Il s'agit de la journée de la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration, comme son nom l'indique, est une déclaration universelle. C'est le premier texte, après le texte de la Charte des Nations Unies, c'est le premier texte qui a vu la participation et l'adhésion de la majorité de pays du monde sur des principes. C'est-à-dire, pour une fois, après la Seconde Guerre mondiale, les États ont conclu qu'il était nécessaire d'avoir un texte de référence sur les principes de base, les principes fondamentaux des droits de l'homme, c'est-à-dire le droit à la vie, le droit à ne pas être torturé, le droit à l'expression, le droit au travail, le droit à la santé. Cette déclaration met en œuvre des principes qui vont être développés par la suite sous forme de convention, ce qu'on appelle le système des Nations Unies des droits de l'homme, où on a vu après, en 1966, le pacte international des droits civils et politiques, le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, les droits sur les droits des femmes, les droits de l'enfant, etc. Donc il y a eu une déclinaison comme ça de cette déclaration, mais le fondement, disons, fondement moderne des droits de l'homme, parce qu'effectivement il y a des sources des droits de l'homme qui sont différentes selon les cultures, selon les époques, on va pas en revenir, mais disons que le fondement moderne des droits de l'homme, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. À partir de 48, c'est ça le départ de ce qu'on appelle le système universel des droits de l'homme. Donc effectivement, d'où l'importance de la célébration de cette journée. Je pense que tous les États, sauf peut-être la Corée du Nord et encore, célèbrent cette journée-là, ou au moins marquent chacun à sa façon cette journée. Monsieur Khalil Abdelmomen, qui sont les concernés de cette journée internationale? Eh bien, c'est le citoyen, c'est l'individu. Qu'il soit citoyen algérien ou migrant. Exactement, c'est vraiment l'individu au-delà de sa nationalité, au-delà de sa culture, au-delà de sa langue, au-delà de son sexe, au-delà de sa religion, au-delà de sa condition sociale. C'est un peu ça la valeur ajoutée de ce texte, ou l'importance de la Déclaration universelle, c'est que vraiment elle traite des droits de l'homme en tant qu'individu, en tant qu'être humain, au-delà de toutes les autres considérations relatives justement à l'État ou à la société ou à la religion. Est-ce que l'Algérie respecte les droits humains? Pour répondre à cette question, il y a deux aspects. C'est-à-dire pour évaluer le respect des droits de l'homme, comme je viens de le dire, il y a les déclarations, il y a les textes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Donc l'Algérie, sur ce volet-là, effectivement, elle a ratifié la quasi-totalité des conventions,
sauf la Convention sur les disparitions forcées, où elle n'a pas encore ratifié cette convention, mais toutes les autres conventions, l'Algérie a ratifié. Donc l'Algérie se soumet aux règles, ou plutôt aux droits énoncés dans ces conventions. Donc sur ce volet-là, volet théorique, l'Algérie, disons, est à la page en matière de respect, ou plutôt en matière de normes des droits de l'homme. On revient à la pratique est tout autre. Si je vous prends par exemple ce dernier mois, trois faits majeurs qui montrent que l'Algérie ne respecte pas les droits de l'homme, donc l'Algérie n'est pas un état de droit. Premier fait, c'est la condamnation de Hassan Bourras, 1 an de prison ferme pour une expression sur Facebook. Deuxième fait majeur, c'est la répression du rassemblement des syndicats autonomes. Ce n'est même pas a été réprimé, c'est que le rassemblement a été empêché et les gens ont été arrêtés bien avant même le début du rassemblement. Troisième fait, c'est l'expulsion massive des migrants. Donc si on prend sur cet axe de temps très réduit 3 événements, 3 violations, donc 3 signes que l'Algérie ne respecte pas les droits de l'homme, et l'Algérie est loin de respecter ses engagements internationaux en matière des droits de l'homme. Vous avez bien expliqué la situation. Vous dites que l'Algérie se doit de respecter toute déclaration qu'elle ratifie. Mais à la fin, est-ce que l'Algérie, quand elle ratifie ces lois-là, est-ce qu'elle les respecte ? Je viens de répondre, elle ne les respecte pas. Disons maintenant, effectivement, si on prend un comparatif, c'est un peu l'argument des autorités algériennes en disant nous sommes mieux que ce qu'on était il y a 20 ans. Ou nous sommes mieux sur un certain nombre de pays, effectivement. Cette logique de classement, effectivement, permet de dire que l'Algérie respecte les droits de l'homme selon les autorités. Mais comme on dit, la norme des droits de l'homme est une norme, disons, absolue. Un engagement en matière de respect des droits de l'homme doit être absolu. C'est-à-dire si on a ratifié le pacte international des droits civils et politiques, c'est pour permettre la liberté d'expression. C'est pour permettre la liberté de réunion, c'est pour permettre la liberté d'association. Et non pas, on peut pas dire que nous, non, mais sur les droits des femmes, on est mieux, on est bien. Donc on a fait des normes en matière des droits des femmes. Disons, on ne peut pas faire des compartiments en matière de respect des droits de l'homme. Soit le respect des droits de l'homme est un engagement total, absolu, sur les différents points qui ont été ratifiés, soit on considère que l'État en question n'est pas respectueux des droits de l'homme. Pourquoi cette réticence au dossier des disparus ? C'est le déni de la réalité, c'est le déni de vérité sur ce dossier-là. Donc les autorités algériennes veulent liquider le dossier des disparus avec des procédés qui sont contraires aux engagements internationaux, c'est-à-dire la charte pour la paix et la réconciliation nationale, donc faire un décret comme ça, ou une loi qui empêche les gens de parler, ou qui instaure une impunité pour les auteurs de crimes. Donc ils essaient de mettre en place des procédés comme ça, l'indemnisation sans justice et sans vérité pour les familles. Mais ces procédés ont montré leurs limites justement parce que c'est des procédés qui s'inscrivent dans un déni de vérité, dans un déni de justice, et ça ne peut pas marcher dans une société. Tant qu'il y aura des militants de droits de l'homme, tant qu'il y aura des familles des disparus qui militent sur ce dossier-là, la question des disparitions forcées reste entière, et la responsabilité de l'État algérien sur ce dossier reste entière aussi. Parlez-nous un peu de la situation des droits de l'homme en Algérie. Alors, la situation des droits de l'homme en Algérie est déplorable sur un certain nombre de points, c'est-à-dire même sur le plan normatif, c'est-à-dire même si l'Algérie a ratifié les conventions internationales, mais la législation nationale reste loin de ces standards-là, et déplorable sur le plan de la pratique, où on voit que l'administration, le gouvernement agit selon la logique de l'autoritaire et de l'arbitraire, et non pas selon la logique de respect des droits de l'homme ou de respect de la norme. C'est-à-dire on ne sommes même pas au niveau de la respect de la norme, parce qu'il peut y avoir des normes qui sont mauvaises, qui ne sont pas satisfaisantes, mais que les autorités respectent. Là, on n'est même pas à ce niveau-là, on est au niveau où les autorités ne respectent même pas leurs propres normes. C'est-à-dire même s'ils font une loi liberticide, une loi répressive, ils ne la respectent même pas, ils vont au-delà de cette loi. Ce qu'on appelle l'arbitraire, ce qu'on appelle
c'est la définition de l'absence de l'état de droit. Donc nous avons beaucoup de chemin à parcourir grâce à notre mobilisation et justement à la vulgarisation des concepts des droits de l'homme et la mobilisation des familles disparues, leur courage. Nous arrivons à maintenir une pression sur les autorités pour justement amener davantage de respect des droits de l'homme. C'est vrai que l'absolu, c'est difficile à atteindre, mais plus nous avançons, plus nous enregistrons des acquis, des victoires, mieux c'est pour les droits de l'homme. Un dernier mot, Monsieur Abdelmoumen Khalil. Je vous félicite pour votre radio, pour le travail que vous effectuez. Je réitère mon respect et mon admiration pour les mères des disparus, pour leur courage, leur mobilisation, leur dignité. Je dis là que c'est une source de fierté et de motivation pour nous, militants des droits de l'homme en Algérie, et pas qu'en Algérie, même en dehors d'Algérie. Le mouvement des familles des disparus a pris une dimension plutôt, un écho international et un respect international. De nombreuses personnes dans le monde affrontent régulièrement des périodes de troubles environnementaux et politiques. Les Nations Unies entreprennent des efforts humanitaires à l'échelon global pour essayer d'aider ceux dans le besoin, indépendamment de leur âge, de leur genre ou de leur nationalité. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies trouve ses origines dans les efforts d'après-guerre des leaders à travers le monde. Tout a commencé avec la Commission des droits de l'homme de l'ONU en 1946. 2 ans après, Eleanor Roosevelt défendit l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme parmi les 48 États membres de l'ONU. Maintenant, partout dans le monde, les personnes peuvent jouir des libertés fondamentales telles que la liberté de parole et de religion et vivent libres à l'abri de la peur et du besoin. Au cours de cette journée des droits de l'homme, sachez reconnaître les effets des efforts des leaders tels que Eleanor Roosevelt sur vos communautés locales. Allez à la rencontre des autres, faites la différence et aidez ceux qui sont moins fortunés. Ensemble, ces nombreuses petites actions peuvent susciter un changement au niveau mondial.